Quand on arrive sur la terre de Cassis, Mona et Fille, à l'île d'Orléans, on se sent déjà bien. En arrière de la crèmerie et le restaurant de type bistrot, on voit la terre qui s'étend jusqu'au fleuve un peu plus bas. Il y a des tables, des chaises, des parasols. Dans la grange ancestrale, on propose la visite d'un petit économusée. Le vent est bon, on a une belle vue sur le fleuve, la côte de Beaupré, la chute Montmorency. À côté, le voisin, c'est l'espace Félix Leclerc. Il y a même une statue du poète chansonnier. Moi, mon ancêtre s'est installé sur l'île d'Orléans en 1661 et ses descendants y ont vécu au moins 200 ans. Alors, je suis attaché à cet endroit comme beaucoup de Québécois. J'aime ça y revenir de temps en temps, comme un pèlerinage. Sinon, ici, on vend des drinks déjà préparés. Sous le restaurant, il y a une boutique où s'activent plusieurs jeunes employés. On y vend tout ce que le cassis peut donner. Des gelées, des confitures, des olives macérées dans le cassis, du jus, du vin, de la crème de cassis et de la vodka. Avant de vous parler de la vodka, quelques mots sur le cassis. Le cassis, c'est un petit fruit rouge, presque noir, qui vient d'un arbuste, le cassissier. Les sœurs Anne et Catherine Mona en ont des milliers de plants. Leur domaine fait 18 hectares répartis sur 2 terres agricoles. Ils sont même devenus totalement autonomes dans la reproduction de leurs plants en produisant leurs boutures. Et tout cela, ça donne des tonnes de fruits chaque année. Des fruits concentrés, délicats, sucrés. Donc, la vodka, un vrai produit du champ à la bouteille. J'ai rencontré Catherine Mona dans sa boutique. J'ai vu. Ça, c'est tout nouveau, là. C'est tout nouveau. On l'a lancé fin mai. Fait que c'était, donc c'est notre bébé, mais qui a été long à accoucher. En fait, c'est un produit qu'on avait, ça fait 1 an qu'il était fait, ce lot numéro 1. Mais avec la COVID, on a eu des enjeux de délai pour les étiquettes, un peu à tous les niveaux. Puis là, on était tellement, on a réussi à avoir tout ce qu'on avait besoin pour l'embouteillage presque à Noël passé. Puis là, on s'est dit, on va attendre que ce soit un peu plus festif là, pour la lancer. Donc, fin mai, c'était l'occasion. La vodka, ça fait longtemps que les deux sœurs y pensent. C'est pas une affaire de mode, de tendance pour elles. On n'est pas allé vers la distillation ou la distillerie parce que bon, c'était à la mode puis il y avait un potentiel. C'était vraiment parce que c'était le bout de la chaîne qu'on n'avait pas le droit de faire jusqu'ici. Donc, c'est vraiment une continuité pour nous et non pas carrément là, un nouveau domaine qui vient d'apparaître. Là. On l'avait dans la mire quand même. OK, je m'arrête ici. Si vous avez bien écouté, Catherine vient de dire qu'elle n'avait pas le droit de vendre de la vodka jusqu'à il y a pas si longtemps. Elle pouvait vendre son vin, oui, sa liqueur, oui, mais pas sa vodka. Au Québec, ça prend un permis pour distiller de l'alcool. La loi qui encadre cette activité date de la Prohibition. Fait que pas surprenant que l'industrie la trouve vieille et désuète. Mais il y a eu des changements en 2018. Et un de ces changements, c'est que les producteurs ont maintenant le droit de vendre leurs produits distillés directement à la clientèle. Il existe 2 sortes de permis. Le permis artisanal, qui est réservé à ceux qui distillent sur leur terre avec leurs fruits. Puis juste des fruits. Ça pourrait être des pommes, des prunes, des camerises ou du cassis. C'est le cas de Cassis Mona et Fille. Et il y a les permis dits industriels qui concernent tous les autres producteurs. Même si un distillateur fait pousser son propre grain, ses propres patates, c'est un permis industriel, même s'il ne produit que quelques milliers de bouteilles par année. C'est tellement complexe et plein de ramifications que je vais faire un épisode juste là-dessus. Les premiers plants de cassis ont été plantés ici, par leur père, il y a plus de 30 ans. Les recettes ont vraiment été élaborées pour mettre en valeur cette richesse-là, ce fruit rouge éclatant de goût. Les liqueurs, ça coule vraiment dans leurs veines. Et moi et ma sœur, nous sommes la 5e génération de licoristes dans la famille Mona. Et donc, c'était pas à Lille, c'était en France, les autres générations. Nous, on est on est les premières nées natives de l'île. Je suis venu pour parler de vodka, mais Catherine est très fière, avec raison, de me parler de ses autres produits alcoolisés. Surtout de ce qu'elle appelle la star, la liqueur de cassis, recette du papa,
qui récolte des prix prestigieux après toutes ces années. La veille de ma visite, la liqueur venait de recevoir une médaille d'or au prestigieux concours International Wine and Spirit Competition. L'année d'avant, c'était à San Francisco. Et sur les tablettes, la liqueur et la vodka sont côte à côte. Ça fait combien d'années que la recette existe de ce produit-là? Celle-là, c'est dans la première recette pratiquement, là. Donc ça va faire 30 ans. Et donc, ce produit est encore reconnu comme étant un produit d'excellence. Et même plus que jamais, je dirais, parce que les premières années, mon père le faisait vraiment à petite échelle. C'est en 95 qu'il a été présenté pour la première fois dans un concours à l'extérieur du pays. C'était à Ljubljana et c'était la SAQ qui avait pris l'initiative de présenter la crème de cassis, puis on avait gagné la médaille d'or et c'était la plus haute note jamais donnée à une médaille d'or dans l'histoire de ce concours-là. Puis nous, ça a été un petit peu le coup d'envoi en fait pour mon père d'avoir une reconnaissance un peu plus large et d'avoir une certaine visibilité. Puis pendant plusieurs années, lui, personnellement, il ne prenait pas la peine, il ne voyait pas l'intérêt d'envoyer les crèmes, la crème ou les produits dans les concours. Et c'est moi et ma sœur, là, il y a peut-être une dizaine d'années qu'on a recommencé. Là, chaque année, on envoie à 1 ou 2 concours et on décroche toujours des belles médailles. Comment vous faites pour les choisir, les concours? Parce qu'il y a un peu de controverse autour de ça. Il y en a beaucoup, puis ils sont de qualité très inégale. Oui, Comment vous faites pour les choisir? Bien, en fait, il y a, entre autres, à la SAQ, ils ont un classement des concours et on va vraiment chercher les tops. Puis la petite nouvelle, à côté de la tradition, il y a le nouveau produit, le tout nouveau, c'est complètement autre chose. Tout à fait. Et ce produit-là aussi a gagné une médaille. Oui, effectivement. Puis en fait, lorsqu'on l'a fait en 2020, il n'y avait pas d'étiquette, il était tout nu. C'est ça, on envoyait notre crème de cassis au World Spirit Competition. Puis on s'est dit, ben pourquoi pas, au moins on va avoir un petit son de cloche, on va voir. Et on a décroché donc une médaille d'or et on était très, très contente, très heureuse de... Avant même que quiconque puisse en boire ici. Oui, ça a pris longtemps, puis même c'était sorti dans les médias parce que c'est public quand même comme concours. Et là, pendant pratiquement 1 an, les gens venaient, en voulaient, nous laissaient leurs coordonnées, puis donc elle était attendue, cette petite. La vodka des Sœurs Mona n'est pas vendue à la SAQ et elles n'ont pas l'intention de la faire distribuer par le monopole d'État. L'expérience, ça se passe vraiment sur le site, la campagne, la vue, le fleuve. Catherine a donc élaboré le look de la bouteille en fonction de cela. Elle voulait une bouteille transparente, elle qui est habituée aux produits très opaques. Je te dirais que ça, même Anne l'a dit, c'était un peu mon bébé parce que je m'occupe plus de la production. Donc, j'étais dans ce travail-là. Puis, tout ce qui est marketing, on travaille ensemble. Les deux, on adore le design, les arts, etc. Donc, on est toujours en collaboration. Puis ça, dans le cas là, des produits de distillation, justement, j'avais vraiment une image forte, auquel elle a adhéré, bien sûr. Mais je suis assez contente parce que c'est exactement comme ça que je la voyais. Là, la tablette est moins pleine, mais l'effet lourd, puis il y a une espèce de jeu de lumière. Là, je suis vraiment... c'est très personnel à notre univers aussi. Puis pour moi, c'est important. C'est ça, la distillerie, on l'a dit, c'est en ébullition, c'est un peu à la mode aussi. Il y a des codes qui reviennent. Des fois, c'est les gravures qu'on a déjà travaillé aussi au sein de l'entreprise, mais il y a quelque chose de plus chargé. Puis là, moi, c'était vraiment, il y avait autre chose et c'était très intime dans un sens. On part visiter la cuverie, la zone de production des vins, de la liqueur et de la vodka. Donc, c'est ici que ça se passe. C'est ici que ça se passe. Donc, c'est un espace qu'on a construit, on a emménagé il y a 4 ans. Puis, on se disait, c'est très, très, très grand, on va en avoir pour très, très, très longtemps. Et non, très, très, très vite, on a manqué de place. Et là, on pense déjà là, à une phase 2, en fait, pour entreposage et transformation. Donc, c'est ici qu'on fermente, on va travailler le fruit, qu'on fait vieillir également. On a un équipement pour faire du cassis séché. Donc, on n'est pas dans les alcools, mais c'est quand même un nouveau produit, une nouvelle production là, qu'on fait. Entre autres, on exporte au Japon. Catherine me parle de ses champs, de ses fruits, de tout ce travail effectué avec sa sœur depuis 20 ans maintenant. Je comprends que c'est pas du tout la même réalité qu'un groupe d'entrepreneurs qui décide de se partir une distillerie.
c'est une autre posture. C'est juste la continuité d'un cycle. Est-ce que c'est un résidu que vous utilisez ou vous utilisez le fruit comme tel? On utilise le résidu. Qu'est-ce qu'il y a? Et moi, je suis super excitée, c'est juste, j'en parle, puis ça déclenche une euphorie en moi. C'est bien. Parce que c'est ça, le fait qu'on cultive nos fruits, comme je le disais, tu sais, on plante nos bébés boutures, ça prend 3 ans, on récolte, on peut avoir des moins bonnes années, tout ça. Donc, chaque livre de fruits est extrêmement importante. Et là, ce qui est magnifique avec la distillation, c'est qu'on peut utiliser nos résidus de presse avec de notre crème de cassis. Au niveau de la presse, il n'y a aucune pression mécanique. C'est dans des sacs de coton qu'on fait égoutter notre crème de cassis, les cassis, pendant une douzaine d'heures, entre 12 et 18 heures. Et donc, on va le manipuler à la main, ce qui fait que notre résidu, notre marc, est très, très riche. Et ça faisait plusieurs années qu'on se demandait comment le valoriser. On avait fait des projets de recherche avec l'INAF, entre autres, c'est l'Université Laval, pour voir qu'est-ce qui serait le plus intéressant de façon organoleptique ou pour la santé comme utilisation de ces résidus-là. Mais quand on a eu la possibilité de faire de la distillation, bien, c'est clair que c'était là que ça allait. Mais l'idée, donc, elle a germé il y a longtemps. Tu disais, le cycle de l'entreprise fait en sorte qu'on n'a pas nécessairement tout le temps de s'y attarder, mais ça faisait longtemps que vous y pensiez. Oui, mais je te dirais que ça fait longtemps qu'on pense à beaucoup de choses. Il n'y a pas grand-chose qu'on fait depuis 20 ans. Moi et ma soeur, ça va faire 20 ans l'an prochain qu'on est chez Cassis dans l'entreprise. Je te dirais qu'on pas mal de pions sont déjà dans notre tête, dans la vision, c'est là. Puis c'est ça, d'année après année, bien là, on fait notre possible pour que l'entreprise aille bien, ce qui marche, c'est ce qu'on réussit, mais aussi à avancer pas à pas. Puis c'est pour ça qu'on n'est pas non plus dans l'adrénaline, parce que j'ai des amis, tu sais, dans le milieu des alcools ou des microdistilleries. Puis je sens qu'il y a comme une espèce de stress, de frénésie, là, l'autre il a sorti ça, ça a sorti ça, puis là, il y en a qui sortent partout, de tout, tu sais. Nous, on est comme ailleurs. On est dans on est comme dans notre petit monde cassicien. Puis on va pas à pas, puis on prend notre temps, puis on veut bien faire les choses, puis les faire selon, tu sais, nos méthodes et notre vision. Cette vision s'incarne aussi dans le choix de l'alambic. Pas trop petit, pas trop gros, capable de répondre à plusieurs besoins. Ça, on l'a choisi c'est un alambic à l'ancienne, en cuivre, extrêmement sécuritaire aussi. C'est le genre de choses importantes pour nous. Et le volume, c'est un petit volume, c'est 500 litres. Oui. C'est très polyvalent, donc on va pouvoir travailler des eaux de vie dans le chapeau, comme ça, pour aller vraiment chercher le maximum du goût du fruit. On travaille dans la colonne pour la vodka, puis on a un basket gin pour les gins qui s'en viennent. Et le fait que ce soit un 500 litres, c'est pas anodin, parce que bien, on le savait qu'on voulait faire des petits lots, puis on savait que, c'est ça, on ne deviendra jamais, en tout cas, une usine là, pour Non, c'est pas Smirnoff, là. Non, c'est pas Smirnoff du tout. Mais, puis aussi, au niveau du litrage, c'est quand on part une distillation, souvent, il faut la laisser fonctionner jusqu'à la fin. Puis, pour notre équipe, on se disait, si on le part le matin, il faut que quelqu'un reste jusqu'à 10-11 heures pour l'arrêter. C'est pas l'idéal, mais avec ce format-là, on commence le matin, on finit pas trop tard, en après-midi, en fin de journée. Puis c'est comme si ça s'intègre dans le cycle de nos activités. C'est ça qu'on appelle la conciliation alambic-famille. Exactement! J'adore! C'est tout à fait ça. Quand tu te présentes, là, est-ce que tu dis que tu es liquoriste, distillatrice, agricultrice, entrepreneur, restauratrice? Ça dépend des périodes de ma vie. Ces temps-ci, je vais dire plutôt liquoriste, mais le côté entrepreneur, à un moment donné, j'ai comme réalisé que c'était ça que j'étais. C'était de la façon que je me présentais dans les registres, là, mais c'est ça, c'est assez large, mais moi et ma soeur, on a été élevés, nos parents étaient entrepreneurs, fait que c'était vraiment des micro-entreprises. Puis là, avec les années, bien, ça nous anime, ça nous passionne, ça nous dévore même parfois, mais c'est ça qu'on est. On est vraiment des entrepreneurs dans le sang, là. En licoristerie, ça se dit? Oui, en licoristerie. Ah oui, OK. Tout à fait. C'est joli, hein? Oui, c'est joli. C'est rare aussi. À
Alambic et compagnie est aussi sur Facebook et Instagram, de même que sur Apple Podcast, Google Podcast, YouTube et Spotify. Abonnez-vous et partagez.